Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un roman qui s'intitule Virgin Suicides. Il s'agit d'un roman écrit par Jeffrey Eugenides et publié en 1993. Une bande de garçons est fascinée par 5 sœurs qui habitent leur quartier. Ils racontent que la première sœur qui a tenté de se suicider est Cecilia. Elle s'est ouverte les poignets dans son bain. Elle va à l'hôpital puis en sort. Diverses théories sont faites. La famille qu'elle aurait voulu quitter, elle aurait des relations pas assez fortes avec sa religion ou bien elle aurait un cœur brisé à cause d'un garçon. À l'hôpital, Cecilia rencontre le docteur Horniker, un psychiatre. Il demande à ses parents d'être moins stricts avec elle. Grâce à ce laxisme, Madame Lisbonne laisse ses filles faire une fête chez elle. Elles invitent quelques garçons, dont les narrateurs. Cecilia monte dans sa chambre. Les garçons qui sont restés à la fête entendent un bruit. Cecilia vient de sauter de la fenêtre de sa chambre, elle s'est empalée dans les pieux d'une barrière. Les garçons essaient de comprendre pourquoi Cecilia s'est suicidée. Ils lisent son journal intime. Ses parents font comme si elle ne s'était pas suicidée. Pour eux, c'est un accident. Les narrateurs parlent de Trip Fontaine, qui a été le petit ami de Lux. Trip est un garçon dont les filles courent après. Lux est une fille facile. C'est la première fois que Trip décide de draguer. D'habitude, ce sont les filles qui le draguent. Il rencontre Lux dans une salle de cours et à la projection d'un film. Trip demande aux parents de Lux la permission de venir regarder la télé chez eux. Il y va, mais les filles sont très surveillées. Leurs parents ne les laissent jamais toutes seules. Après que Trip se soit installé dans sa voiture, désespérée, Lux entre dans cette voiture. Elle s'est enfuie de chez elle et elle l'embrasse. Lux lui plaît car elle est inaccessible. Ses parents la surveillent chez elle, à son école, elle n'a plus le droit d'inviter Trip chez elle. Les filles s'ostracisent. Elles ne restent qu'entre elles. Elles n'ont pas de contact avec les autres camarades. Trip va voir le père des filles, qui est professeur. Il lui propose d'emmener les filles à un bal avec 3 autres garçons. Les filles sont contentes de cet événement. Monsieur Lisbonne est leur chaperon et leur mère leur coud des robes immondes. Lux va sur le terrain de foot avec Trip. Ils y font l'amour. Trip se réveille dans la nuit et laisse Lux toute seule. Les 3 autres filles décident de rentrer toutes seules et de respecter leur prévu. Lux, quant à elle, ne rentre que le lendemain matin à la maison. La sanction tombe. Les filles sont enfermées chez elles sont retirées de l'école. Lux doit brûler ses disques. La maison des Lisbonne commence à tomber en ruine. Cette famille se replie de plus en plus sur elle-même. Le seul contact que les garçons ont avec les filles, c'est par Monsieur Lisbonne, qui ne leur dit rien du tout, ou par les garçons qui fréquentent Lux sur le toit de la maison. Les narrateurs sont obligés d'imaginer la vie des filles, car Madame Lisbonne ne laisse plus rien filtrer du tout. La maison des Lisbonne commence à pourrir, l'odeur y est forte et la maison tombe en pièces. Les filles laissent des mots un peu partout, ce qui signifie qu'elles sortent, mais sans que personne ne les voie. Elles envoient des signaux grâce à leurs lampes. Les garçons décident d'appeler les filles. Ils ne se parlent pas, ils se passent juste des morceaux de musique. Les filles envoient un message aux garçons, en leur donnant rendez-vous. Les garçons vont dans la maison et y rencontrent Lux. Elle dit que ses sœurs vont venir. Ils font des projets de fuite en voiture. Lux leur dit qu'elle va les attendre dans la voiture de sa mère. Les garçons vont dans le sous-sol et y découvrent Bouni pendu. Ils apprennent après que Thérèse a pris des somnifères et Lux est retrouvée morte dans la voiture. Marie a tenté de se tuer en avalant le gaz du four. Elle parvient à se tuer lors d'une seconde tentative. Quelqu'un vient vider la maison des Lisbonne car ils ont décidé de la vendre. Ils finissent par partir. Le lac du quartier se transforme en marécage et une odeur s'en dégage. Un des voisins en fait un thème pour une fête qui s'appelle Asphyxie. Un couple reprend la maison des Lisbonne. Il change complètement son aspect. Ce n'est pas que la maison qui change d'aspect, mais aussi tout le quartier, notamment à cause des arbres coupés. Selon le docteur Horniker, il existe plusieurs raisons au suicide. Il y a la trop grande autorité parentale, il y aurait une prédisposition génétique, un malaise historique et d'autres raisons qu'il ne peut nommer. À la fin de l'histoire, les garçons ont pris de l'âge. Ce sont maintenant des adultes. Ils sont toujours obsédés par les filles et ne comprennent toujours pas leur suicide.
On se demande pourquoi ces 5 filles se suicident. Le mystère n'a jamais eu de réponse dans le roman. Peut-on dire que ces garçons sont de mauvais enquêteurs? Pour moi, la raison principale provient de l'éducation des parents. Ces filles ont tout pour avoir un bel avenir. Elles vivent dans un quartier riche, leur père est enseignant et elles paraissent avoir de l'argent. Elles ne paraissent pas toutes belles à part Lux, mais elles ne paraissent pas moches non plus. Tout devrait rouler comme sur des roulettes, sauf que ce n'est pas le cas. Elles sont vues comme des filles à l'avenir prometteur. Après la tentative de suicide, puis le suicide de Cecilia, elles sont déjà vues différemment. Le regard que les garçons, que le voisinage, que l'école posent sur elles est différent. Cependant, personne ne pense qu'elles vont se suicider. Ils prennent juste Cecilia comme quelqu'un d'un peu dérangé, mais qui est différente de ses sœurs. Le problème central est celui des parents. Il y a le problème de la rigueur, mais le problème vient aussi d'ailleurs. On peut provenir d'une famille rigoureuse et s'en sortir. Ici, ce que je veux dire, c'est qu'il s'agit d'une famille plus que stricte. Je ne crois pas qu'il y ait de mots pour la décrire. Certains peuvent se retrouver dans ces familles qui sont plus que strictes, quoique ce ne sont jamais exactement les mêmes. J'ai reconnu ces vies perdues d'avance, car de ces familles-là, on ne s'en sort jamais. On en est toujours prisonnière. Que l'on grandisse, que l'on devienne majeur, que l'on devienne adulte ne change rien. Dans ce genre de famille, on n'a pas le droit de grandir. On a juste le droit de rester éternellement des enfants. L'affranchissement n'est pas possible, ce n'est pas toléré. La famille est, comme qui dirait, bancale. La seule solution pour s'en échapper est la fuite. La fuite ne donne pas forcément une meilleure vie. Il manque ce filet de sécurité que normalement tout jeune adulte a, c'est-à-dire une maison où aller s'il n'y a plus de toit, de l'argent s'il n'en a plus pour manger, du soutien quand il est seul. Le malheur dans cette société est qu'il faut avoir des parents. Absolument. Sans eux, beaucoup de choses sont refusées, par exemple le logement, dû au manque de garants. Nous sommes dans une société où les parents sont la base, les piliers de tout. Les étudiants, durant l'été, vont chez qui? Ils vont chez leurs parents. Les gens passent les fêtes où? Chez la famille. Je comprends très bien le suicide de ces 4 sœurs à la fin quand les garçons viennent les chercher pour s'enfuir, pour aller ailleurs. Sans doute ont-elles eu cette clairvoyance de voir que, même en dehors de cette maison, les choses n'iraient pas mieux. Ce qui les caractérise, c'est cette non-vie. Les parents sont trop parfaits, ils ne font jamais d'écart, jamais la moindre erreur, ils sont ainsi plastifiés, mis sous verre. C'est un strict mensonge, mais ils donnent l'illusion de cette perfection. Ils montrent que c'est possible, puisque eux-mêmes y ont réussi, et ils obligent leurs enfants à être à leur image, alors qu'eux-mêmes n'y sont pas arrivés. Puis il y a surtout cet enfermement. Rester à la maison signifie ne plus avoir de contact avec les gens, en quelque sorte avoir une vie parallèle à la leur. C'est oublier comment les gens parlent, communiquent, bougent. C'est également cesser d'évoluer. Si les individus parviennent à sortir de cette famille, ils peuvent remarquer que c'est difficile de vivre, car il leur manque des bases que tout parent doit donner à leurs enfants. Ces personnes avaient tellement l'habitude de ne pas gérer leur vie, que ce ne soit pas eux qui la dirigent, que tout à coup la gérer eux-mêmes, tout seuls, peut être quelque chose de difficile. Vivre avec ce type de parents, ce n'est pas seulement rester un enfant, c'est aussi nier le fait d'être une femme ou le fait d'être un homme. Un enfant, par définition, ne peut pas être une femme ou un homme. Vivre dans ce type de famille, c'est devoir se cacher derrière des vêtements trop grands, c'est porter des vêtements informes, des énormes sweats et des pantalons trop larges. Bien sûr, avoir un copain, flirter, tout ceci est impossible. Vivre est impossible. Ces individus sont dépossédés de leur vie et la réclamer est un blasphème. La mère a les pleins pouvoirs dans la maisonnée. Cela arrive quelquefois que l'autorité se porte sur la mère et non sur le père. Dans ce cas-là, il est presque certain que l'homme est un homme faible. La construction de la famille Lisbonne me fait penser à celle dans Vipère au point d'Hervé Bazin. On a une femme qui a trop de pouvoir et un homme qui n'en a aucun. Ça ronge l'un, mais bien souvent, il ne fait rien pour s'en défaire. Le plus gros problème de cette histoire est Madame Lisbonne. Elle dit aimer ses enfants alors qu'elle ne les aime pas. Le pire, c'est qu'elle peut peut-être passer pour une mère aimante, car elle fait attention à ses enfants qu'elle surveille toujours, et car elle semble tout leur offrir. Mais elle oublie une chose primordiale, c'est que ces enfants ne resteront pas toujours ses enfants, qu'il faut que ces filles grandissent, deviennent des femmes, prennent leur autonomie, se marient, etc. Madame Lisbonne n'aime pas ses enfants, elle n'aime que le pouvoir qu'elle a sur elle. Elle refuse de les voir grandir, car grandir, cela veut dire devenir autonome, et cela signifie qu'elle n'aura plus de pouvoir sur ses filles. Une scène du film de Sofia Coppola que j'adore est celle des chaussons de bébé en ferraille qui se trouvent à l'entrée de la maison quand les garçons viennent les chercher pour le bal. À mon avis, cette image veut tout dire.
À mon avis, tous les individus sont égaux à la naissance, seule l'éducation les façonne. C'est ainsi qu'une mauvaise éducation engendre des tares chez l'individu, souvent des problèmes psychologiques. Je pense que si les filles se suicident, c'est surtout à cause de l'éducation de leur mère. Je me souviens qu'adolescente, j'avais vu, moi Christiane F., 13 ans, droguée prostituée. J'avais lu dans ce livre que la mère de Christiane avait bizarrement eu une éducation trop stricte. On dirait que l'éducation saute ainsi toujours une génération. Ceux qui ont une éducation trop stricte sont trop laxistes avec leurs enfants. Ces enfants-là, devenus adultes, ont tendance à devenir au contraire de leur éducation, trop stricte, etc., etc. L'éducation stricte saute toujours une génération. La traduction du titre m'a toujours échappé. S'agit-il des vierges suicidées ou bien des suicides vierges? Les vierges suicidées donnent l'idée que ces filles étaient vierges, non pas physiquement à cause de l'ox, mais vierges de vie. Elles sont maintenues comme étouffées depuis des années. Elles n'ont aucune expérience de la vie. Elles ne savent pas ce que c'est que donner une fête. Elles ne savent pas ce que c'est que d'avoir un petit ami, du moins pour 4 sœurs. Il leur manque plein d'aspects à leur vie que leur mère ne leur a pas laissé découvrir. Ainsi, on peut voir en elles des vies vierges d'expérience. Elles sont au final comme des enfants qui n'ont pas encore découvert le monde. Le titre Les suicides vierges irait aussi parfaitement. La plupart des individus ne voient pas la raison de leur suicide. Certains évoquent plusieurs raisons, mais ils ne savent pas laquelle choisir. Ces suicides semblent n'avoir aucune raison, car les sœurs Lisbonne ont l'air d'avoir tout pour réussir leur vie et en être heureuses. D'un point de vue extérieur et matériel, les suicides ont l'air vierges de raison. Ce fut la combinaison de plusieurs facteurs, dit le docteur Horniker dans ce dernier rapport, écrit non dans un but médical, mais parce qu'il était incapable de sortir les filles de la tête. Pour la plupart des gens, dit-il, le suicide est comme la roulette russe. Seule une chambre contient une balle. Avec les filles Lisbonne, le revolver était chargé. Une balle pour l'abus d'autorité parentale, une balle pour la prédisposition génétique, une balle pour le malaise historique, une balle pour le passage à l'acte. Les 2 autres balles sont impossibles à nommer, mais cela ne signifie pas que les chambres étaient vides. Mais tout ceci revient à courir après le vent. L'essence des suicides n'était pas dans la tristesse ou le mystère, mais dans l'égoïsme pur et simple. Les filles se chargèrent de décisions qu'il convient de laisser à Dieu. Elles devinrent trop puissantes pour vivre parmi nous, trop préoccupées d'elles-mêmes, trop visionnaires, trop aveugles. Ce qu'il restait après elle n'était pas la vie, qui a toujours raison de la mort naturelle, mais une liste futile de faits terre à terre, une pendule qui tic-tac au mur, une pièce dans la pénombre du midi, et l'indignité d'un être humain qui ne pense qu'à lui. Son cerveau s'assoupissant pour tout le reste, mais s'enflammant à des points de douleur précis, blessures personnelles, rêves perdus. Tous les autres s'éloignant comme sur une vaste banquise, devenant de petits points noirs, agitant des bras minuscules, hors de portée de voix. Puis la corde jetée par-dessus la poutre, le somnifère tombant dans la paume à la longue ligne de vie trompeuse, la fenêtre ouverte, le gaz libéré, tout ce qu'on voudra. Elles nous avaient fait participer à leur folie, parce que nous ne pouvions faire autrement que de revenir sur leurs pas, repenser leurs pensées, et voir qu'aucun d'eux ne menait à nous. Nous étions incapables d'imaginer le vide d'une créature qui posait un rasoir sur ses poignets et s'ouvrait les veines, le vide et le calme. Et nous étions obligés de nous salir le museau dans leurs dernières traces, de marques de boue sur le sol, de mal repoussées sous elles. Nous étions obligés de respirer pour toujours l'air des pièces dans lesquelles elles s'étaient tuées. À la fin, leur âge ou le fait qu'elles soient des filles n'importait pas, mais seulement que nous les avions aimées et qu'elles ne nous avaient pas entendu les appeler, qu'elles ne nous entendent toujours pas, ici dans notre cabane dans l'arbre, avec nos crânes dégarnis et nos ventres mous, tandis que nous nous appelons à sortir de ces pièces où elles sont entrées afin d'être éternellement seules, seules dans le suicide qui est plus profond que la mort, et où nous ne retrouverons jamais les éléments pour les reconstituer.